Salut la team, bienvenue sur WWE, la meilleure émission de catch du réseau. Ça aurait presque pu s'appeler comme ça quand on voit la charge d'Idriss Aba sur Vujic. Un vrai combat de catcheurs en vue. Heureusement que l'arbitre était là pour les séparer. Allez, trêve de plaisanterie, bienvenue à tous sur Full Court. Côté SIG, cette semaine, les Sigmen ont arrêté de voler et se sont fait voler dans les plumes par l'Asvel. Malgré un Oscar Wembanyama qui a fait gagner les espoirs de 2 points sur un shoot au buzzer, les pros encaissent une défaite de 15 points au Rhenus. Côté ASA, on l'a dit, c'était soirée américaine. Du coup, les acteurs se sont pris pour des catcheurs. Il a fallu que l'arbitre intervienne avant qu'il n'y ait un drame. En même temps, alors que l'infirmerie de l'ASA commençait à se vider, Vichy a tout fait pour la remplir à nouveau. Côté Mulhouse, coach Franck a dû s'enfiler un sacré paquet de pastilles Vichy après avoir crié suite aux 30 points encaissés à Saint-Vallier. Un résultat dur à avaler, va falloir avoir plus de mordants pour le retour des matchs à domicile ce vendredi. Côté SIG féminine, ici c'est le scénario de l'outsider dans un film d'action. Manon Van Bank, sortie de l'ombre, entre dans le troisième quart-temps alors qu'il n'y a que 3 points d'avance et ressort en laissant la SIG à plus 15. 2 tirs à 3 points ultra importants, un rebond offensif suivi d'un 2 points de filou et des rebonds défensifs décisifs. Comme quoi, quand on vous dit que Spider-Man a un rôle clé chez les Avengers, c'est pareil pour Manon à la SIG. Côté NM2, ça gagne avec la Souffle. Coach Daniel est plus serein. Pour le reste, c'est le calme plat. KB et Holsheim se sont fait surprendre et concèdent la défaite. NM3, rien ne va plus, faites vos jeux. Et petit rappel, le paris sportif sont interdits, surtout pour les licenciés FFBB. Quelle roulette! Qui aurait prédit que les abeilles, gagneraient H9 contre les deuxièmes avec près de 20 points d'avance à la fin du premier quart-temps, sans 2 joueurs cadres. De l'autre côté, le VOB perd encore à domicile, Célesta et Ridisheim tombent aussi à l'extérieur. Entre les violets et les bleus, ça sent le sympa ces derniers temps. Heureusement, belle victoire de Mulhouse. NF1, ça déroule pour Gaispo et BCNA après 2 victoires importantes ce week-end. NF2, l'ASA était au repos, mais la SIG tombe de nouveau à domicile face à Nancy. Chez les Panthères, on tranche dans le vif. Après une nouvelle défaite, merci le coach. Safari sabbatique pour tout le monde et on va soigner les pattes cassées. NF3, on le voulait, on l'a eu. Le derby à Shirine a tenu toutes ses promesses. Grosse ambiance, grosse victoire de Shirine qui repasse leader au classement. On va voir du côté de Dut si la série continue quand même derrière. Pour le reste, à part Gaispo, aucun autre club alsacien a gagné en NF3. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on enchaîne sur les pros avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut Fab. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va. Alors, il paraît que t'as snipé ce week-end. Oui. On est de J'ai retour. gagné surtout. T'as gagné et il paraît que t'as fait un très gros match. Bah écoute, oui, effectivement, mais l'important c'est de gagner. Voilà. Mais on va justement parler du club de tes adversaires du week-end, il me semble, pour commencer, non? De la SIG. De la SIG. La SIG Pro. La SIG Pro. C'était pas les pros. Hein. Ça, du coup, j'ai pas pu voir le match puisqu'on a joué en même temps, mais j'ai vu le récap du match de Julien était sur place. Julien était sur place aussi. On va commencer avec le 8e de finale de la Coupe de France, du coup, SIG Cholet, avec un match gagné 93-85. Très bonne opération puisque la SIG se qualifie pour les quarts de finale. Très grosse prestation de la SIG, ils sont devant de bout en bout dans ce match-là. Je crois qu'ils mènent 39 minutes, je ne sais combien de secondes. Donc franchement très 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 solide, une grosse prestation offensive surtout, défensivement aussi jusqu'au dernier quart-temps parce que finalement ils encaissent 85 points mais dans le 4e quart-temps, ils encaissent pas mal et ils se font revenir. Mais surtout, offensivement, ils ont réussi à trouver des solutions de partout, que ce soit sur des tirs extérieurs, avec Nelly Joseph qui a fait un match monstrueux de nouveau. Marcus King qui a planté. Gabe Brown qui était un peu moins dedans au niveau de l'adresse, mais Mike Davis Jr. qui a pris le relais. Globalement, voilà, sur le match, la SIG, ils sont montés à plus 18, ils étaient à plus 16 même à la fin du 3e quart-temps. Avant de laisser un petit suspense, un petit spectacle pour les spectateurs. Ils se sont dit, allez, on va les laisser revenir pour que les gens en aient pour leur argent. En pleine semaine, un mercredi soir. Donc ils se sont fait revenir à 5 points, il me semble, dans le 4e quart-temps, avant de remettre un petit run. Et finalement, après, ils ont assuré. Mais même en étant revenu à 5 points, Cholet n'a pas vraiment fait peur à la SIG sur ce match. Tu vois. La SIG, ils ont vraiment tenu le match de bout en bout. Niveau stats, donc tu me les as donnés. Hein. Donc l'équipe fait 26 passes décisives, ce qui est quand même énorme. On a un Marcus King à 16 points, 1 rebond, 4 passes d'ess, 13 déval. Un Nelly Joseph à 20 points, 10 rebonds, 2 passes d'ess, 24 déval. Donc ce qui est assez fou. Davis Junior à 20 points en 17 minutes. Donc ça c'est énorme. Et puis Endoy, ton petit protégé, tu nous en parles. Et c'est sur cette stat-là que je veux en venir parce que vraiment j'étais au match avec des copains et je leur ai dit à la fin du match, pour vous Endoy il fait combien de passes d'ess?
Un qui me dit 4, l'autre qui me dit 5. Je dis, les gars, il fait 12 passes d'ess. Et Ouais, honnêtement, tu le vois pas sur le match. Ouais. Il perd un ballon. Il a la balle, mais quasiment tout le temps en main. Ouais, il sort 22 dévals quand même. Il fait 12 passes d'ess. Et en fait, tu vois, il est quasi en triple-double. 7 points, 8 rebonds, 12 passes. Tu lui rajoutes 2 rebonds, 3, 4 lancers loupés parce qu'il a pas un très bon pourcentage. Bah, il est vite à 10 points. Il peut très rapidement être en triple-double, alors que c'est un match où, honnêtement, tu le vois pas, en fait, sur le match. Tu vois. Du coup, direction les quarts de finale. Et on enchaîne sur le match du week-end où SIG a joué. Donc, c'était premier contre deuxième. SIG Asvel. Avec une défaite de la SIG de 15 points, 81-96, comme tu l'as mis, si près mais si loin. Si près, si loin, ils ont... Finalement, là, c'est pareil que le match contre Cholet, sauf que c'est contre la SIG. En fait, l'Asvel avait le match en main de bout en bout. La SIG qui a tenté des petits runs pour revenir, mais qui finalement n'a jamais réussi à vraiment revenir parce qu'ils faisaient des erreurs. L'entame de match très compliqué, ils font pas de stop défensif, ils encaissent 17 points en 4 minutes. Donc là, tu te dis déjà, quand tu joues à domicile, c'est mieux de pas encaisser beaucoup de points, même si on sait que la SIG est plus une équipe offensive que défensive. Maintenant, quand tu encaisses 17 points en 4 minutes et que tu laisses les joueurs de l'Asvel prendre confiance, ça devient toujours tout de suite très compliqué. Ils arrivent par phase à faire le nécessaire pour revenir, mais ils finissent le premier quart-temps à moins 9, en encaissant 31 points. Ben Gregg qui, là pour le coup, sort la tête de l'eau. C'est un peu le seul qui arrive à sortir la tête de l'eau. Il est très adroit. Il finit le match à 5 sur 5, je crois, à 3 points. Qui les maintient en vie. Marcus King qui met un buzzer à la fin du deuxième quart-temps pour rentrer au vestiaire à moins 5. Mais à la mi-temps, ils sont déjà à 50 points à plus de 50 points encaissés. C'est donc, trop. Encore une fois, c'est voilà. trop. C'est le thème défensif n'était pas respecté. Et après, en deuxième mi-temps, dès qu'ils arrivent à faire un stop défensif pour essayer et espérer revenir, derrière, ils n'arrivent pas à convertir pour revenir à moins 4, moins 3, moins 2, des petites possessions comme ça. Ils font des gros stops, mais derrière, ils n'arrivent pas à marquer. Donc finalement, après, par contre, l'Asvel sanctionne, et l'Asvel sanctionne notamment avec un Nando De Colo. Comme on connaît Nando De Colo, en fait, j'ai envie de te dire, il met 20 points en moins de 20 minutes. Ouais, c'est ça, 20 points, 4 passes, 20 dévals en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, et il est métronome sur le terrain. Et finalement... Est-ce que tu as vu la stat de ces 61 sur 61 au lancer ? Ouais, cette stat continue toujours parce qu'il a toujours pas loupé un lancer. Là, contre la SIG, il finit à 5 sur 5 au lancer, il me semble. Donc la stat continue. Ouais. La stat continue, mais voilà, quand tu as des joueurs comme ça aussi d'expérience et que tu vois, tu as une équipe en face qui a du mordant, qui est un peu poussé par son public pour revenir, tu as tout de suite un mec sur le terrain qui arrive à prendre le ballon sous le bras en disant ok, calme les gars, pose un pick and roll dans l'axe, le gars il fait une passe d'ess ou il met un 3 points, et derrière ça fait mal au moral. Donc voilà, c'est rien d'alarmant en tout cas. Dommage parce que la SIG rate le coche contre un adversaire direct pour rester premier. Et surtout, il rate le coche parce que le prochain match, c'est à Monaco. Alors attention, je ne suis pas du tout pessimiste sur la victoire à Monaco. Ils peuvent totalement le faire. Sachant que Monaco reçoit le Fener vendredi soir et que la SIG se déplace à Monaco dimanche après-midi à 16h30. Donc voilà, dans les organismes, ça va aussi un petit peu peser. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Mais je souhaite à la SIG de chercher ce match à Monaco avant de recevoir Saint-Quentin et Limoges sur la fin d'année. Et sinon, une information importante aussi que tu voulais nous donner, Thibaut, par rapport à la BetClick. Nelly Joseph Junior qui a été élu MVP du mois de novembre. C'est bien pour les joueurs de la SIG. BetClick Elite. Ouais. Donc, ravi de voir ce joueur-là récompensé après un mois fantastique. Ouais, Tony Truant. Il a eu ça. Qui a porté la SIG, qui a été très solide dans ses prestations et hyper important sur le terrain. Et surtout, c'est une magnifique personne. Avec un beau passif, une vraie histoire de vie. Une vraie histoire. Ouais. Donc ça force le respect et chapeau à lui, en tout cas très content que ça revienne entre les mains d'un Sigmen. Et la SIG qui du coup est 4e au classement. 4e d'après le classement avec Paris qui a un match en retard. Et Monaco qui a des pénalités. Et Monaco qui a une pénalité. Donc à voir après sur le classement. Pour l'instant ils sont 4e, mais ça va vite évoluer. On enchaîne sur l'Elite 2 avec Laza qui retrouvait la Forest Arena, donc qui a joué contre Vichy, qui a gagné 82-77. On y était, on a commenté le match avec Elsa.
Donc pour une première aussi sur BFM Alsace, hein, donc la ligue qui a cédé les droits de diffusion au BFM, le flux de diffusion, le flux de diffusion Ouais. au BFM régional. Donc je crois qu'il y a 4 BFM qui diffusent des matchs d'Elite 2. Donc ça fait déjà plaisir de revoir en fait du basket sur des chaînes gratuites, hein, parce que ce sont Bien des sûr. chaînes gratuites. Ouais. Donc c'est bien pour le développement du basket. Ça a été un match qui a été très disputé pour un retour à la Forest Arena. Vichy était 5e avant le début du match, Laza 14e. Donc tu te dis, c'est un peu deux entités différentes. Hein. Ouais, et puis il y a un passif par rapport à la saison dernière Par où rapport à ils la se saison sont dernière, joués en exactement, en play-off. play-off, en demi-finale des play-offs, et où Laza passe quand même devant, hein, il va en finale, alors que Vichy, Bien sûr. techniquement, avait des stats favorables pour passer devant. Point important, donc on l'a dit, hein, Bruno Singalamata qui n'a pas été reconduit, qui était pigiste médical, donc qui a quitté le groupe. Aranitovic qui a été reconduit, lui, jusque fin janvier pour le moment. Mais par contre, autre information importante, Divine Miles qui est blessé. Donc Divine Miles qui est blessé à l'entraînement. Donc on ne sait pas son temps d'indisponibilité, mais C'est Ouais, c'est 2 mois, aux alentours de 2 mois, je crois, ils avaient communiqué dessus. Ils cherchent un pigiste. il cherche un pigiste. On n'a pas les. C'est au niveau des doigts, je crois que c'est le. C'est ça. Il était là vendredi, mais bon, Petit doigt, il n'a pas joué. Une fracture a priori. Mais le retour de Romain Hetzel. Retour de Romain Hetzel, donc qui est toujours blessé. Par contre, on va voir Romain qui a fait un match hyper intéressant parce qu'il n'était pas dans le scoring, il n'était pas, mais dans une présence défensive assez folle. Donc le match, c'était un match offensif comme on le pensait. Hein. Laza qui met à peu près 82 points par match, voire un peu plus. Vichy qui en met 80, donc tu te dis, bah, de toute façon, tu vas avoir un match offensif, il n'y a pas de discussion là-dessus. Un match offensif qui a commencé avec un Nelson Phillips qui a fait un 4 sur 5 à 3 points. Merci, au revoir. Ça, c'était direct, tu vois, il n'y a pas eu de Quand y a pas ça eu de commence discussion. comme ça, en général, t'es pas à 60 points à la fin du match. Non, c'est ça, c'est clairement pas. On a terminé le carton, Laza avait mis 30 points, je crois que c'était ou 30-28 ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez fou, avec plus de 60% de réussite à 3 points. Donc à la mi-temps, ils sont encore à plus de 40% de réussite à 3 points, donc c'est fou. Par contre, il y a des choix qui ont été hyper intéressants par coach Trumeau. Le premier choix qui a été fait, c'était un choix défensif. Il a décidé de switcher sur tous les écrans, sachant que Vichy jouait plus grand, était plus costaud, et du coup Romain Hetzel se retrouvait en dessous sur l'intérieur, et il a fait perdre un nombre de ballons incalculable par sa gêne, de sa petite taille en fait, et de sa vivacité, qui a permis de créer du jeu rapide. Alors il n'y a pas eu de points sur contre-attaque, etc. en différentiel, mais par contre des shoots ouverts derrière. Quoi. Ouais, et c'est des choses que tu vois pas dans ses stats parce qu'il Exactement. finit, je crois, à une interception ou même 0 interception. Ouais, je sais plus mais maintenant. alors, justement, au sur final, ces- c'est justement ça. des choses que tu vois pas dans les statistiques. c'est Mais hyper par important. contre, Romain Hetzel, derrière, tu te dis qu'il a un plus-minus. Donc, pour expliquer le plus-minus, c'est le différentiel de points que tu apportes quand tu es sur le terrain, qui a plus 16. Donc, qui a le meilleur le plus-minus meilleur de son équipe. de Laza. Ouais. Donc, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il apporte le plus de points lorsqu'il est sur le terrain. Derrière, un match aussi sur un deuxième choix de Trumeau qui a été très fort, qui est un choix offensif. Il a joué du 4-and-1, donc il a joué qu'avec un seul intérieur et 4 extérieurs. Avec Vujic à l'intérieur, qui a fait un chantier. Mais quand je te dis un chantier, c'est un chantier tout le match. Il aura fait un chantier. Bien sûr. Puis là, en même temps, il a pas trop le choix non plus. Non. Étant donné qu'il a plus que Vujic en poste 5, derrière, il est Vujic en poste un 5. peu obligé de s'adapter aussi, mais c'est bien parce Mais que tu vois. d'avoir un Gilles Noël qui, par exemple, est un 4 flottant et tu le fais plus sortir, il prend des tirs, tu vois, sur des premières Bien intentions, sûr. voire aller au cas, c'est toujours intéressant de voir ça. Par contre, Vujic, 19 points, 5 rebonds, 28 dévals, avec, s'il vous plaît, messieurs, dames, 89% de réussite au tir. Ouais, il fait 4 interceptions, Non, 4 passes, 3 interceptions. Ouais, un c'est truc ça, comme ouais, 4 passes, 3 il fait- interceptions. Il fait un match, un match de folie. incroyable. Homme du match, il n'y a pas de discussion. Il les tient aussi à la fin. Aranitovic amène beaucoup d'intelligence de jeu aussi sur la fin du match. Il leur permet justement de faire ces gestions de possession. Bah, tu sais que tu es à plus 14 à 1 minute de la fin. Donc si tu fais calcul mathématiquement, si tu gardes le ballon 24 secondes, blablabla. Coach Trumeau qui s'est quand même fait peur à la fin du match avec un retour de Vichy sur 2-3 tirs mal négociés, des close-out qui n'étaient pas bons, ce genre de choses. Et une action marquante, c'est une sortie après un écran Vujic flair. Le ballon arrive chez Vujic, Idriss Aba qui joue l'interception, qui le découpe bon, littéralement, parce que voilà, il veut l'envoyer au lancer. Boucher, je pense. charcutier, C'était traiteur. ça, il leur restait une faute. Mais du coup, Idriss Aba qui tombe, Vujic qui part, et là, on n'a pas compris. Idriss Aba qui se relève et qui charge Vujic. Mais littéralement, l'arbitre qui a rattrapé. Alors, félicitations à l'arbitre, je sais pas comment il a fait. On dit l'adrénaline, tu vois, il a eu l'adrénaline de lever la voiture parce que machin. Mais Ils là, ont il a des cours de rattrapé. Krav Maga, je crois, les arbitres. Ils On va en parler, nous ont d'ailleurs, parlé après. tout à l'heure, mais On va poser la question à Arto et Delphine. Je crois qu'ils ont des cours de Krav Maga. Ouais. Mais il l'a rattrapé en vol parce que je pense qu'il le découpait. Quoi. Mais vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé.
Du coup, voilà, des choix forts. Après, Nelson Phillips, pareil, l'absence de Devin Miles ouvre beaucoup plus de possibilités sur le poste 2. Donc, Nelson Phillips qui termine à 23 points avec 2 passes d'aise, de rebond. Donc, c'est pas négligeable. De l'autre côté, faut féliciter la performance d'Ilan Pietrus, qui est venu suppléer en fait à un Jordan Shepherd qui était complètement éteint sur toute la première mi-temps. Jordan Shepherd qui n'a pas fait une bonne première mi-temps, il a quasiment pas joué. Je crois qu'il a joué 4 minutes, même pas. Par contre, Ilan Pietrus qui a apporté du scoring, il a apporté de la vitesse, il a apporté de la mise en place. Il termine à 16 points, 3 rebonds, 2 passes d'aise, 17 déval. Et comme il disait, l'art alsacien lui réussit, donc on espère qu'il va revenir rapidement. Ouais, il apporte cette folie aussi sur le terrain, comme il apportait à la SIG, où il peut te sortir des gros tirs et avoir un vrai impact. Après, derrière, l'ASA qui n'a jamais douté, ils sont devant. Non, ils sont devant j'ai tout mis le la match. stat. Je te reprends la stat, mais ils étaient devant 2 minutes 21, je crois. Vichy est passé devant pendant 2 minutes 21 sur le match. Ouais, c'est ça. Donc tu te dis, je crois qu'on avait regardé quand on commentait avec Elsa, je crois qu'ils ont 1 minute 20 sur le premier carton, ça doit être genre les 2 premiers paniers ou un truc comme ça. Ouais, après l'ASA qui a très bien tenu son match, et ce qui fait plaisir aussi, c'est que tu retrouves finalement Romain Hunzel à la main, donc ça te permet de redécaler Nelson Phillips sur son vrai poste en tout cas. Après, et tu le vois dans les statistiques aussi, où il est beaucoup plus impactant que quand il jouait meneur. Maintenant, la problématique, c'est que tu as Romain Hunzel et Aranitovic, il le fait jouer meneur, c'est un poste 2 de formation, il a le QI basket, mais c'est plus compliqué. Après, t'as pas le choix. Quand t'as des blessés comme ça, t'as pas le choix. Et ce qui est bien, c'est que les joueurs de l'ASA réussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais après, c'est que les joueurs de l'ASA arrivent quand même à s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien à voir et c'est important parce que après, t'en as combien des équipes qui disent ah ouais, mais on a des blessés, on peut pas gagner. Mais il faut, de toute façon, ils ont pas le choix. Là, au moins, ils arrivent à s'adapter. Le coach, il arrive à s'adapter aussi aux joueurs qu'il a. Donc, il propose des alternances offensives et défensives en fonction des profils de joueurs qu'il a. Donc, c'est rassurant et c'est une belle victoire. C'est comme ça qu'ils ont cadenassé aussi Shepard en première mi-temps. Bien sûr. Shepard, pardon, en première mi-temps. Bon, il met quand même 17 points à la fin du match. Donc voilà, grosse victoire de l'ASA qui du coup remonte au classement et passe 13e, donc ils n'ont pas non plus gagné des places de folie, mais ils commencent à rentrer dans le ventre mou entre la 8e et la 12e place. Et par contre Vichy qui fait la mauvaise opération parce qu'il sort du top 5 et du coup passe 6e. On a posé la question au coach qui dit on fera le point à la fin des matchs allés. Je pense qu'il a raison, mais c'est toujours bien de faire un point rapide. Une fois que tu auras joué tout le monde. Ouais, c'est ça. NM1 avec on va passer rapidement sur celle-là parce que coach Franck il s'est fait balayer à Saint-Vallier. Il faisait froid là-bas, je crois. Ouais, il faisait très très froid parce qu'il a pris moins 26, de faire moins 26 je pense. Donc il faisait un peu frisqué. En gros, il me dit, j'ai échangé avec lui, donc ils ont payé l'absence de Montou et Samoura. Je pense surtout Samoura, ça fait du mal. Samoura physiquement et offensivement, même défensivement, ça leur. Bien sûr. C'est une vraie perte. Et il disait, il faut corriger les attitudes et rebondir rapidement. Ils reçoivent Berck le 12, donc ce vendredi à domicile. Donc à voir ce qui va se passer. C'est une mauvaise opération pour eux parce qu'au final, ils passent 5e. Ouais, et puis ils reçoivent Berck qui a un gros match puisqu'ils sont à égalité. Ils sont à égalité en termes de nombre de victoires et de défaites. Un match à prendre. Un match qui va être disputé, un match qu'il va falloir jouer jusqu'au bout. Donc ce vendredi à Mulhouse, on invite tout le monde à y aller d'ailleurs. Allez les supporter. Dernier match pro, c'est les féminines avec la Ligue 2. Grosse opération de la SIG qui gagne le Havre. Un match maîtrisé, une Manon Van Bank qui est en Factor X. Elle est là en Factor X. Ça change que. Ouais, ça change d'une Axel Mikorek. De Mikorek ou de l'anglais. Qui met, bon, alors juste, on va être clair, hein, Mikorek, elle met 17 points quand même, 7 passes d'aise, 20 déval. Hein, donc, elle fait le job. Mais par contre, intéressant de voir la SIG qui remonte à la 7e place du championnat. Donc avec 5 victoires, 5 défaites, elles sont à l'équilibre. On a parlé avec les joueurs avec les joueuses à la fin du match, elles nous disent clairement ça va être très compliqué parce que là elles enchaînent donc Montbrisson, Voiron et Mondeville, donc qui sont globalement vraiment les 3 hauts de tableau quasiment, donc ça va être très très dur. Mais voilà, comme disait coach Yanis, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et surtout prendre ce qu'il y a à domicile. C'est ça. Et sur ce match-là, en tout cas, la SIG fait un match très sérieux, un premier carton qui a été maîtrisé. Une Omi Maurice qui, à l'intérieur, fait un chantier, mais de folie. Elle a fait ravage. Ouais, elle a tout fait, quoi. Elle a fait papa à maman, elle a tout fait, quoi. C'était fou. Efa qui l'accompagne avec des rebonds importants. Ça aide aussi. Les rebonds, la prise de rebond, l'agressivité. Nathalie Desserre sur le départ, premier carton, deuxième carton qui score. Quand il faut scorer, elle met 6-8 points de suite, donc ça fait vraiment du bien sur la continuité. Et puis comme je l'ai dit, troisième carton, Manon Van Bank qui remplace Camille Anglais, pénalisée par les fautes. Tu te dis, Camille sort, ok, est-ce que ça va pénaliser? Elles sont à +3, tu sais pas trop comment que ça se passe.
Et là, elle nous sort un 3e carton de folie. Elle enchaîne 2 tirs à 3 points super importants. Directement, l'action d'après, il y a un airball qui est fait. Elle fait un petit rebond de filou en passant devant la joueuse. Elle remonte derrière, elle met les 2 points. Elle fait une interception dans la foulée et elle prend encore 2 rebonds défensifs. Elle sort après 5 minutes de jeu, elle sort plus 16. Moi, le match était plié. Acclamé par tout le monde. Ah, mais vraiment, acclamé par tout le monde. C'est bien parce que ça veut dire que coach Yanis arrive aussi à laisser ses joueuses impliquées, même celles qui n'ont pas c'est ce qu'il nous disait à la fin du match, beaucoup de temps de jeu finalement. Donc c'est que ton groupe te suit. En fait. C'est ça, exactement. À noter au niveau stade, donc Axel Mikorak qui met 17 points, 7 passes d'aise, 20 déval. Yumi Morris, comme je l'ai dit, gros match, 19 points, 9 rebonds, 23 déval. Et Manon, du coup, à 12 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 17 déval. Donc vraiment pas négligeable. Mais alors, par contre, de l'autre côté, il faut quand même le noter, grosse pef de Baka Badio, 23 points, dont 21 à la mi-temps. Donc, elle a été cadenassée en deuxième mi-temps, pour sûr, mais 21 points à la mi-temps. Elle a été à la lumière en deuxième mi-temps. 11 rebonds, 4 passes d'aise. D'accord, 27 déval, merci, au revoir. Donc bien évidemment ça va être plus compliqué par la suite, mais on souhaite le meilleur à la SIG, et avec un match à domicile, je regarde juste contre qui, contre le Pays Voironnais, qui est 3e actuellement. C'est un match à prendre, de toute façon à domicile on sait que la SIG est assez difficile à prendre dans une petite salle dont les autres équipes n'ont pas l'habitude de jouer. Et après, elles peuvent s'appuyer sur des forces aussi que sont Camille Anglais et Axel Mikorak qui, depuis le début de saison. Et Maurice. Yumi Maurice. Et Yumi Maurice, qui, depuis le début de saison, font un gros travail. Donc, tout va tourner autour d'elles. Là, jusqu'à Noël et surtout jusqu'à la fin de saison, parce qu'elles vont être très scoutées en tout cas. Clairement. Merci Thiem. Merci Fab. Allez, c'est parti, on enchaîne. Cette fois-ci, on a la chance de recevoir 2 arbitres pour discuter un peu arbitrage, parce qu'on sait que les hommes et les femmes en noir, en rouge, en rose, vous changez trop de maillot. Ouais, vous changez trop de maillot en fait. Du coup, on a la chance de recevoir Delphine Lemarchand et Artolux. Salut vous deux. Salut. La forme? Messieurs, dames, les arbitres, bonsoir. Bon, Thib, alors. Je vais être sage aujourd'hui. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Avant de commencer. Donc moi en tant que coach, je vais me taire aussi, je vais rester cool. Mais toi aussi en tant que joueur, il va falloir rester cool avec eux. En vrai, je suis toujours très respectueux avec les arbitres. J'aime bien discuter avec eux, ça c'est vrai. Mais toujours de manière respectueuse. Première question. C'est quoi le respectueux? Non, on va commencer juste si vous pouviez nous présenter, parce que vous arbitrez pas tous les deux au même niveau. Tout à fait. Donc déjà nous expliquer un peu comment ça marche, parce qu'il y a des niveaux, si j'ai bien suivi, et voir un peu comment ça se passe. Donc honneur aux dames. Alors déjà, il y a plusieurs niveaux si tu arbitres en départemental. Ensuite, le step d'après, c'est de passer en région. Le niveau d'après, c'est de passer en championnat de France. Et à l'intérieur du championnat de France, tu as 2 niveaux. Ok. Tu as le niveau fédéral, donc NM3 garçons, NF2 filles, NF3 et jeunes championnats de France. Okay. Et ensuite, tu as national. Okay. Et là, c'est NM2, NF1 et Ligue 2 féminine. Et Ligue 2. Alors, si je raconte pas de bêtises, toi, tu es au niveau fédéral? National. National. Ouais. Ok, National, donc du coup. Je viens de monter cette année. Tu viens de monter cette année, et Delphine, tu es. Fédéral. Et je suis montée Paris cette année aussi. Ok, Paris cette année. Donc toi, tu peux arbitrer jusqu'en. Alors. C'est ça déjà. C'est un peu compliqué parce que là, il y a l'explication, déjà c'est compliqué. Sur les niveaux, c'est compliqué. C'est nouveau cette année, en fait, ils ont scindé les groupes en 2. Okay. Donc en fait, il y a un groupe rouge qui est prioritaire sur certains niveaux, que ce soit en national ou en fédéral, et un groupe bleu qui est prioritaire sur d'autres niveaux. Donc en fait, le groupe rouge en national, il va arbitrer en Ligue 2 féminine et en national 2 masculine de préférence, tandis que le groupe bleu, donc moi, ce que je viens d'arriver, en espoir, que ce soit Elite ou Elite 2 et NF1. Et le groupe de Delphine, du coup, en fédéral, c'est plus NM3, NF2, c'est ça? Groupe rouge, ouais. Ouais, le groupe rouge. Et le groupe bleu, donc pour ceux qui viennent de monter ou les autres de l'année dernière, c'est NF3 et des jeunes championnats de France. Voilà. Ok. Et merci compliqué, déjà pour... tout ça. c'est compliqué. C'est nouveau. Nous aussi, on découvre comme vous. Ok. Mais moi, j'ai quand même une question. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'arbitrage, en fait? Qu'est-ce qui te motive tous les week-ends, Delphine, à aller arbitrer des matchs, à te faire crier dessus? Non, je rigole parce qu'on n'est pas tous comme ça. Ouais. Presque. Non. Je sais pas, en fait, l'arbitrage, c'est comme quand tu joues, en fait. Tu vois, t'as cette pression du match, en fait, tu te dis que t'as quand même une partie du match qui repose sur tes épaules. Et le fait de vouloir être bon, le fait d'avoir envie de toujours faire mieux. Tu vois, nous, c'est comme les joueurs, on a toujours la pression du résultat, sauf que nous, on doit être neutre. En fait, on a tellement de trucs à gérer. Je sais pas, moi, J'aime bien, en fait, me dire qu'il y a beaucoup de pression. Ouais, t'as de l'adrénaline, en fait, qui monte, c'est etc. exactement ça.
Et toi, Arto, du coup, c'est quoi qui te... Moi, je vais rejoindre Delphine là-dessus. C'est vraiment la pression du match. On voit vraiment une autre facette de notre basket, en fait. Ouais. Et c'est aussi, moi, quand j'ai commencé à arbitrer, je me dis, je vois le basket d'une autre manière. Et c'est aussi pour ça qu'on touche un peu à tout, qu'on coach, qu'on arbitre, qu'on joue encore beaucoup. Et c'est un peu essayer de trouver toute cette philosophie-là j'essaie de me donner, mais dans une autre discipline. Et donc l'arbitrage, moi je pense que ça en fait partie là-dedans. Et donc du coup, on arbitre mieux qu'on joue finalement. Donc du coup, vous avez arrêté de jouer, c'est ça ? Non, mais tu vois, j'aime bien ce qu'a dit Arto, parce que quand il dit on coach... finalement, en fait, il est un peu dans toutes les facettes du basket. Ouais, mais et ça, pour des arbitres, je trouve ça. Alors, attention, je décris pas les autres arbitres, mais pour des arbitres, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Parce que finalement, au moins, tu sais de quoi tu parles, tu vois. T'arbitres, tu prends une décision, tu vas dire, bah oui, ok. En fait, quand t'es joueur ou même coach, tu vois, tu ressens déjà ce que ressentent les joueurs sur le terrain. Donc, quand il y a une faute qui est pas sifflée, un joueur qui monte un peu dans les tours, bah, toi, en tant qu'arbitre, tu sais. Tu vois, je pense comment le vivre. Donc, je pense que vous réagissez aussi différemment. Il n'y a pas la technique qui part direct, mais vous êtes un peu plus diplomate, je pense, derrière. C'est un peu ce qu'on parle entre le contrôle des émotions et la contestation. Ouais. Voilà, le contrôle des émotions, on peut le gérer, on peut le comprendre, essayer un peu de tempérer. Par contre, la contestation, quand le joueur il est vraiment dans la contestation et qu'il n'est pas d'accord avec nous et qu'il le fait pas d'une bonne manière, là, on prend le rôle d'arbitre et on sanctionne en général. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense que c'est bien, tu vois, que tu coaches, que tu puisses jouer et tout. Mais à un moment donné, vous devez arbitrer combien de matchs par week-end déjà ? Tu vois, c'est la première question. Donc, si tu arbitres déjà 2 matchs par week-end, c'est limite, en fait, tu fais autant de matchs que si tu jouais en équipe 1, en équipe 2. Donc, à un moment donné, si en plus on te demande d'aller coacher un match, donc t'es déjà 3 matchs, on te demande d'aller jouer un match, t'as 4 matchs, à un moment donné, vous avez aussi le droit d'avoir une vie, quoi. Tu vois, moi, c'est là-dessus, je suis un peu plus modéré. Je pense qu'à un certain niveau, et tu vois, je te prends un exemple sans citer de personne ou quoi que ce soit, j'ai des arbitres qui m'ont dit, c'est mon 4e match du week-end, je suis fatigué, j'en ai marre, quoi. Et du coup, leur patience, elle est vachement réduite. Et tu l'entends, parce que toi, c'est peut-être ton premier match en tant que coach, mais la réalité, c'est que t'as exactement le même niveau d'exigence pour l'arbitre, surtout à certains niveaux, que si c'était son premier match. Et c'est là où le vendredi soir. Tranquille, on ira jouer. Vendredi soir, le samedi matin à 8h, tu vois, à direct. Non, mais j'entends ce que tu dis, tu vois. Mais on va revenir aussi. Alors, moi, je suis un peu plus âgé que vous tous, mais j'ai quand même vu une évolution dans l'arbitrage. Comment vous qualifiez en fait cette évolution qui est beaucoup plus dans le dialogue quand même ? Vous êtes beaucoup plus dans le dialogue. Il y a quand même une évolution de l'arbitrage. Vous la caractérisez comment aujourd'hui ? Et l'évolution des règles. Ouais, des règles aussi, ouais. Alors, en fait, on va arriver sur un basket qui devient fluide, quelque chose où ça joue et que on n'a pas envie d'aller sur que du spectacle, mais tu vois, on a envie que le basket soit un peu plus dur et que ce soit plaisant à regarder surtout, et pas qu'il y ait une interruption. Toutes les secondes. Dans les autres sports, ils nous disent toujours le basket c'est chiant parce que c'est un sport toujours sans contact. Ça arrête sans contact, on siffle, faute, on s'arrête, temps mort. Et c'est justement essayer un peu de. C'est juste qu'on a moins de pelouse pour rouler par terre en fait. Aussi, aussi, mais c'est essayer de donner un peu du rythme à la rencontre et les nouvelles règles et l'arbitrage, ça tend vers ça. Ça tend vers ça en fait. Essayer de donner du rythme à la rencontre en prenant des coups de sifflet ou en ne les prenant pas. Et ça aussi, c'est prendre des décisions, ne pas les prendre. Et beaucoup, en général, l'oublient, c'est ce qu'on appelle, nous, des no-calls dans le jargon. C'est, on arbitre aussi, quand on siffle pas, on arbitre aussi. Et ça aussi, on a tendance à dire, il a pas sifflé, il a pas vu. Non, on a arbitré la situation, on a pris la décision de pas siffler. Tu parles de no-call et ce game flow, est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît ? Parce que je pense que ça rend fou tout le monde. Ouais. Bah, ça a vraiment pris de l'importance après le Covid, j'ai envie de dire, il y a 3-4 ans, cette notion de fluidité du jeu. Et si jamais vous voulez aller lire le règlement, vous pouvez aller à l'article 47.3. C'est vraiment la Bible, le petit article vraiment très précis des arbitres sur droit et devoir, et un peu qui parle un peu de cette consistance et de cohérence en essayant de ne pas sanctionner les contacts qui ne gênent pas le jeu. Qui n'ont pas d'impact. Ouais, mais comment tu peux dire qu'un contact n'a pas d'impact ? T'as un joueur qui va en double pas, par exemple, il est contacté, ok, il met le panier, mais en fait, on lui a appris quand il était jeune, et je suis sûr que tout le monde l'a appris en tant que joueur, d'aller contacter son défenseur pour marquer le panier, prendre la faute et absorber le choc. À un moment donné, il y a faute. Pourquoi on lui donne pas les lancer ? En fait, ça dépend de la faute. Tu vois, il y a faute. S'il y a faute, il y a faute. Pas forcément, justement. Mais qu'est-ce que t'appelles faute ? Non, en fait moi, là où je rejoins Fabien, c'est que des fois, je pense que même pour vous, arbitre, et pour les joueurs aussi, c'est difficilement compréhensible, c'est que, tu vois, à un moment donné, tu vas avoir une situation de no-call. Derrière, le mec, pour que il n'y ait pas le panier,
il va faire une plus grosse faute. Et cette plus grosse faute, elle sera considérée comme faute antisportive parce qu'elle est trop rude. Tu vois, donc finalement, en fait, alors elle sera juste une faute normale. Et justement, c'est là le problème aussi. Ouais, bien sûr, mais tu vois, c'est peut-être là aussi où c'est difficile, je pense, pour les joueurs. Alors, il y a forcément des explications, etc. Tu vois, et c'est de l'interprétation aussi de l'arbitre. Mais des fois, je pense que tu as des joueurs qui doivent se dire, mais je comprends pas trop. Tu vois, parce que tu dois avoir un juste milieu quand même de te dire, je fais une faute pour pas qu'il marque, mais faut pas qu'elle soit antisportive. Et si je la fais pas assez forte, il peut marquer le panier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il marque le panier, il y aura pas forcément faute. Non, tu vois, c'est là. Ouais, c'est aux joueurs de trouver le bon curseur aussi. À un moment, nous on arbitre ce qui est factuel, et justement quand on disait la fluidité du jeu, si le contact il est périphérique et qu'il gêne pas et que le tir en course il est facilement marqué, on va pas intervenir justement pour pas hacher le jeu et redonner un lancer franc, alors que voilà. Mais ça reste vachement de l'appréciation personnelle en fait. Malheureusement oui. Et c'est aussi pour ça que l'échange il est important avec les joueurs. À un moment donné, c'est quand même de l'affect parce qu'en fait ça dépend de ton positionnement, ça dépend de ta fenêtre. Je pense que ça vous voulez peut-être en parler aussi. Ça dépend de votre fenêtre de visibilité. Alors, on parle plus de fenêtre maintenant, on parle d'angle ouvert si jamais. Ouais, c'est le nouveau mot maintenant. Il y en a qui ont des angles fermés par contre. Souvent. Non, je blague, mais ok, speed et fenêtre c'est des angles, mais en fait la réalité c'est la même chose. Oui. Et en fait c'est absolument plus objectif. C'est super subjectif. Parce que tu vois, on te dit pas, il y a un contact, tu siffles. On te dit, tu analyses une situation dans laquelle tu prends une décision par rapport à une situation que tu observes, et potentiellement tu prends une décision là-dessus. Donc c'est très subjectif. Mais tu vois, quand tu parles de game flow et que tu dis sur l'action de tir par exemple, c'est pas le bon exemple. Parce que. C'est là où il est le plus contesté quand même. Non, mais c'est souvent, tu vois, sur les montées de balles, sur les jeux de transition ou alors sur un contre 1. Tu vois, là, il va y avoir un contact. Ouais. Mais si le contact n'a pas d'impact sur le joueur qui est en train de driver. Sur une perte de balle ou quoi que ce soit. Tu peux donner s'il y a une perte de balle. Tu peux donner les éléments qu'on nous donne. Hein. Ils vont se retrouver. Hein. Vas-y. S'il y a une déviation du joueur, s'il perd la balle. Alors ça veut dire que le contact a eu un impact. Et donc là, je suis complètement d'accord. Mais tu vois, c'est ça que nous on juge. Est-ce que le contact a eu un impact sur l'attaquant ou pas? Non, mais clair, mais logique, complètement logique. Et est-ce que sur cette fluidification aussi, du jeu, tu vois, laisser plus de contact, etc., est-ce que ça vient un peu du développement du 3-3 aussi? Il y a un lien entre les deux, parce qu'au 3-3, ça joue quand même beaucoup plus physique. Il y a beaucoup plus de contact. En plus, vous arbitrez aussi en championnat 3-3. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça sur se rapprocher d'un basket qui devient peut-être un peu plus physique et on siffle un peu moins ou... Peut-être, je pense. Après, c'est pas nous qui donnons les règles, mais oui, on a pu s'inspirer du 3-3, je pense. Et moi, j'ai envie de dire c'est bien aussi parce que on n'a pas tous envie de faire un match qui dure 2h30 et de siffler je siffle. Donc oui, forcément, parfois c'est bien aussi d'avoir un match qui est épuré où on n'a pas vu les arbitres, alors que parfois, on sait tous, on a des collègues parfois qui sifflent beaucoup à l'émotion et du coup ça ternit un peu l'image du basket parce que c'est un match où on n'a pas pris de plaisir, que ce soit arbitré ou à jouer. Ouais, donc c'est pour ça que nous on essaye un minimum de s'effacer et comme disait Delphine juste avant, favoriser la fluidité du jeu pour que les acteurs s'expriment et favoriser l'action du scoring. Avant, on parlait du 1 contre 1. Moi, ce week-end, j'ai eu un exemple tout simple. La joueuse, elle subit une faute quand elle subit une faute. Du coup, j'ai pas sifflé faute. Elle subit un contact. Et derrière, pas d'aide défensive, elle m'a marqué 2 points. Tu vois, alors que si j'avais sifflé le contact directement, j'aurais donné une touche côté. Et j'aurais dit oui, celui-là. Et t'as le coach qui dit mais laisse jouer. C'est ça le problème en fait. Vous avez cette interprétation à avoir et c'est ça qui est qui est difficile pour vous au final. Mais je trouve que cette évolution est ultra positive. Honnêtement, de voir en fait que vous laissez plus jouer, qu'il y a plus de solutions qui sont proposées, etc. Moi, je trouve que ça devient positif. Aussi dans le dialogue où je trouve que les arbitres sont plus ouverts au dialogue. Par rapport à il y a quelques années en arrière où c'était des shérifs comme on les appelait, c'était des shérifs quoi. Moi j'avais une question par rapport à ça aussi. Est-ce que sur vos formations d'arbitre, vous avez des formations de dialogue, d'échange avec des joueurs ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment quelque chose dont on vous parle jamais? Genre comment communiquer avec un coach et un joueur? Tu vois, non mais oui, non mais clairement, tu vois, c'est un peu, c'est une vraie question, un peu pas forcément des cours, tu vois, mais des formations un peu de dialogue, d'échange, parce que derrière ça fait quand même partie du jeu finalement qu'un joueur discute avec l'arbitre, tu vois. Je dis pas râler, mais forcément sur un match t'as toujours des joueurs ou des coachs qui vont discuter. Est-ce qu'on vous apprend à faire ça ou pas? Vraiment? Moi j'ai le souvenir d'avoir déjà eu des formations comme ça. Après c'est super subjectif parce que la réalité quand t'es en formation c'est pas la réalité du terrain, tu vois. Donc on joue un rôle avec le formateur et oui, alors en fait on a des petites phrases magiques qui nous permettent un peu de
je veux pas dire couper court au dialogue, mais au moins. Je siffle pas dans les zones de mon collègue. Ça, c'est. Je pense que tout le monde l'a entendu, je ne sais combien de fois. Voilà, moi je prends l'exemple, j'ai eu Abdel Loussif qui est déjà venu sur une de nos formations et qui nous a fait justement l'échange parents-enfants et adultes, et c'était vachement instructif de comment se positionner par rapport aux collègues, par rapport à l'adversaire. C'est génial, tu vois. Non, mais c'est top, franchement, c'est ça en fait. Et puis après, tu rentres aussi dans le cadre c'est un peu des formations de communication professionnelle, parce que c'est comme si tu étais dans une entreprise où en fait tu as une relation et tu es censé aujourd'hui communiquer une information qui est compliquée, et comment tu communiques cette information, comment tu la gères, comment tu gères la réaction de ton équipe aussi, c'est ça qui est important. Et vous êtes médiateur au milieu. La réalité, elle est là, donc c'est hyper intéressant de voir que vous êtes formé sur ces axes-là. Delphine, je vais revenir sur un point important qui m'intéresse. T'as arbitré, je vais dire, t'as coaché, mais non. T'as arbitré le derby de NF3 ce week-end. Oui. Ça fait quoi d'arbitrer un derby ? C'est une énorme pression. Ouais. Mais honnêtement, je sors du match, je suis super contente d'avoir eu ce match, d'avoir pu l'arbitrer. C'est une récompense d'arbitrer ce type de match ? Je sais pas si on peut parler de récompense, parce que en vrai, je pense que j'ai été mise dessus, ça aurait pu être n'importe qui. Hein. Donc je suis très fière de l'avoir fait, fière que ce soit bien passé, avec des erreurs. Non, mais ça c'est normal. On nie pas les erreurs d'arbitrage ou c'est comme les joueurs, les coachs. Ça serait s'il y avait un match qui finissait à 100% des deux côtés. Ça, voilà, mais il y a des ratés partout. On aurait bien aimé pas faire d'erreur. Mais... Ouais, mais... Puis là, la salle est pleine, il y a de l'ambiance, le score est serré. Et comment tu prépares un match comme ça justement ? Parce que on en parlait un peu en antenne. Tu disais il y avait de l'ambiance, il y a du bruit et tout. T'arrives, t'es stressé. T'es dans quel état d'esprit en fait quand t'arrives ? Alors, personnellement, je suis pas hyper stressée avant, 2 heures avant, ça va, je gère très bien, je fais mes affaires, et quand je commence à prendre la route, là je commence à réfléchir, à me mettre dans le match, il y a plein de trucs qui me tournent dans l'esprit, et puis j'arrive à la salle, je discute un peu avec tout le monde, les coachs, tu discutes avec les OTM qui vont faire ta table, tu vas au vestiaire, tu commences à te changer. Tu discutes avec ton collègue de comment on aborde le match, c'est un derby, comment tu vois la chose, est-ce qu'il faut avoir une tonalité spéciale, est-ce que non ? Et puis ensuite, dès que je rentre sur le terrain à peu près 20 minutes avant le début du match, c'est là où ça y est, je suis dans mon match, je m'échauffe et là je suis dedans et puis ça part quoi. C'est bien parce que tu as une vraie préparation du match, et du coup, est-ce que, même question pour les deux, mais est-ce que du coup vous regardez un peu les équipes avant, les joueurs, le style de jeu, pour derrière, que sur ton match, finalement, tu vois, t'arbitres une équipe qui est hyper rugueuse, tu sais qu'il va falloir un peu monter le curseur aussi et être plus vigilant sur les mauvais coups ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as une analyse avant-match des équipes que tu vas avoir ? Ouais, on analyse tous nos matchs en général, on sait dans quel cadre on va, on sait quel type de joueur on va arbitrer, et les points de vigilance, si c'est une équipe qui joue à l'intérieur, forcément on va essayer de prendre plus de recul et de regarder comment se positionnent les aides défensives ou des choses comme ça, mais tous les matchs sont préparés, et justement moi depuis cette année j'ai la chance d'arbitrer en espoir, et c'est super bien filmé, donc j'ai tous mes matchs, et franchement c'est top, c'est une aide, et je conseille à tous les collègues, si jamais ils regardent la vidéo, de reprendre leur match et de le regarder, parce qu'on apprend beaucoup de soi en regardant la vidéo, donc en espoir c'est magique, mais par exemple l'année dernière en NM3 je l'avais pas systématiquement, ou alors c'était mal filmé, mais c'est vrai qu'avoir un retour sur sa performance au-delà de la performance du jeu qu'on a arbitré, c'est un atout pour progresser, mais de dingue. Et puis ce qui est bien, c'est que en fait, entre nous, entre collègues, on s'appelle pour avoir des infos sur certaines équipes. Tu vois, par exemple, Shirine Dut, j'ai eu l'opportunité d'arbitrer plusieurs fois Shirine et Dut depuis le début de saison, donc je connais les équipes. Mais si j'avais eu besoin d'infos, j'aurais appelé un collègue, appelé l'autre collègue pour avoir des infos. Un peu comment ça se positionne. C'est important d'arriver sur ce genre de match en ayant une idée de quelle équipe tu vas arbitrer. Voilà, c'est bien. Parce que tu as un vrai travail de scouting finalement, comme font les équipes en fait. C'est ça, mais ça se professionnalise de plus en plus, donc c'est intéressant. Et c'est bien que ça redescende aussi sur des niveaux, tu vois, comme la prénat, la région, etc. Que vous puissiez faire ça aussi. Par exemple, tu vois, pour cette rencontre, elle avait eu lieu l'année dernière en pré-national, et il y avait les 2 joueuses intérieures qui étaient sorties pour affrontement. Elles s'étaient bagarrées, tu vois. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, tu vois, dans la préparation du match. Et c'est des infos, c'est pas en NF3, c'était en prénat, mais globalement les effectifs sont les mêmes. Mais c'est bon à savoir, tu vois, qu'il va y avoir de l'animosité à l'intérieur, des choses comme ça. Et je pense que dans le discours que vous avez eu avec ton collègue, ça a dû rentrer en jeu, tu vois, dans la préparation du match. Non, mais c'est cool en tout cas, parce que déjà c'est cool de vous avoir. Et après, je trouve que tu vois, le dialogue avec les arbitres, c'est quand même
de nos jours, c'est quand même un peu plus facile parce que voilà, il y a plus de compréhension aussi avec des arbitres qui ont joué, tu vois, à plus ou moins bon niveau. C'est toujours intéressant. Et moi, ce qui m'avait marqué aussi récemment, quand on parle d'arbitre, c'est l'échange qu'il y avait eu avec Monaco et les arbitres en Betclic. Je pense que vous l'avez vu aussi, mais ça, c'est génial quand tu as un joueur, tu vois, qui vient voir un arbitre qui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Pour améliorer le fait que vous nous aimez bien, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'était un peu ça le discours de Alpha Diallo, et moi j'ai trouvé ça hyper là-dessus juste avec une dernière question. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait de ne pas avoir d'échange en début de saison avec les coachs? Vous savez, à un moment donné où déjà parce qu'il y a les nouvelles règles qui arrivent et on sait que ça c'est un problème parce que tous les coachs ne sont pas au courant des nouvelles règles. Vous faites de la pédagogie sur beaucoup de matchs en début de saison. Félicitations à vous. Non, mais il faut le dire, félicitations à vous. C'est comme, bah oui, mais non, il n'y a pas anti-sportif. Bah, en fait, si, dans le règlement, c'est marqué que si tu mets tes pieds sous ses pieds, maintenant, c'est anti-sportif. Quoi. Point, il n'y a pas de discussion. Donc, c'est règlement. Donc, tu peux râler autant que tu veux. Article numéro combien, Arto? Ça, je sais plus. Ortho. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le fait de réunir, pas tous les arbitres peut-être, mais les arbitres volontaires et des coachs volontaires autour d'une table ou dans une salle en début de saison, et d'avoir un échange ouvert, ça ne ferait pas aussi progresser peut-être cette possible animosité qu'il y a toute la saison et ce manque d'information des deux côtés? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être une solution aussi à court terme peut-être pour améliorer tout ça? Ça pourrait. Ça pourrait bien. Vous pouvez y aller, personne qui va vous juger. Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui. C'est même carrément bien. Après, voilà, c'est toujours la faisabilité du projet. Oui, je sais que vous n'êtes pas responsable, c'est la Ligue qui va s'en occuper ou les comités. Mais c'est plus dans la manière dont on va aborder l'échange, comment communiquer. En fait, on n'est jamais fermé à la communication si elle est bien faite. Et en général, c'est surtout ça qui va nous amener à sanctionner. Puis parce qu'un coach qui va nous demander j'ai pas compris ton call ou je suis pas d'accord, si on est dans l'échange et que chacun explique son point de vue, je lui dis le problème c'est que toi tu coaches et moi j'arbitre, donc c'est moi qui prends la décision au final. Mais s'il sort de là et qu'il est pas content ou qu'il il est hors de ses émotions, comme je le disais au début, c'est là en fait nous on va devoir sanctionner. Le dialogue est toujours ouvert, mais c'est la manière de le faire. Et on dit souvent c'est le fond ok, mais il faut y mettre la forme. Si tu mets la forme, on est ouvert au dialogue, pas tout le match non plus parce qu'on peut pas revenir sur toutes les décisions et expliquer. Mais voilà, on est capable de prendre en compte ton avis, de dire que t'es pas d'accord sur certaines choses. Mais tu vois, de faire pas de la prévention, mais quasiment tu vois, de se dire en amont en fait de tout ce qui pourrait se passer, juste avoir cet échange. Moi je trouvais ça super intéressant parce que tu apportes de la formation en fait. Et je suis persuadé que les coachs seraient pour, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui seraient. Ouais, puis là-dessus, alors Arto, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais fut un temps, après tous les matchs espoirs, les coachs vous évaluaient. Oui, alors moi il me semble que je suis passé juste avant ou après, en tout cas c'était fait aussi en championnat de France jeune. Okay. Et il y avait un brief avant et après le game. Okay. Avec les coachs qui donnaient du coup un retour sur l'arbitrage, etc. Ouais, après c'est parce que... Alors, aussi sur le jeu, c'était un peu des deux. Il faut aussi voir le coach. Voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, en espoir, tu as quand même des mecs qui ont certains QI basket et qui sont capables de faire une évaluation d'arbitre. Après, si tu fais ça avec certains coachs de région, de Prénat, voire de N3, voire plus, je suis pas persuadé que... tu discutes après le match, mais pas dans les vestiaires, tu vois. Ça sera pas positif, quoi. Ce serait bien de le faire, justement, comme tu disais, de pouvoir échanger. Même moi, j'aime bien arriver dans une salle et connaître qui je vais arbitrer. Tu vois, par exemple, s'il y a un changement de coach ou un changement de joueur, mais on s'est vu début d'année, on a super bien échangé. Tu sais que tu vas partir avec un bon feeling sur le game et que tu vas pas appréhender les choses de la même manière. Alors qu'un coach que tu connais pas, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Effectivement, vous avez besoin de cette relation humaine. Déjà, félicitations à vous deux. Moi, je tiens à le dire, félicitations à tous les arbitres. On a beau dire ce qu'on veut, et Thib et moi, on râle pas beaucoup, mais on râle beaucoup quand même. Mais félicitations à tous les arbitres. Je dis les choses gentiment. Moi aussi, Delphine, elle pourra confirmer le arbitre. Mais non, merci à vous et félicitations pour ce que vous faites et merci d'être venu. Non, vraiment, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Allez, on enchaîne du coup avec les championnats nationaux et on a le retour de monsieur Lionel Virag. Yes, si, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, de vous revoir. Tu te sentais seul, Manu? Je suis content d'être là. Salut Manu, salut Lio. Comment ça va, les gars? Lio, je pense que ça va. Moi, ça va très bien. Après les vacances, t'as gagné ce week-end. Exactement. Est-ce que t'as fait un bon match comme Thib ou pas? Ouais, ça va, pas trop mauvais. T'as fait un bon match? T'es pas blessé? Pas trop mauvais. Non, déjà t'as joué. Tu vois, déjà j'ai joué, donc pas trop. Ça allait. Puis victoire, on a gagné. Manu, t'as gagné aussi. Moi j'ai gagné aussi. Une grosse victoire. Et on y vient tout de suite. Ah, bah non, du coup, tu m'as mis BCNA en premier. Oui. Bon, allez, on commence par BCNA. Commençons avec nos amis de BCNA. Nationale féminine 1, Choré BCNA, une victoire de 30 points, 46-76. 46-76, gros match de BCNA. Un match qui n'aura pas vu une seule once d'espoir, en tout cas pour Choré. 13-3 points sur le match. Merci. La messe est dite. Merci. Choré dans le troisième quart ne score que sur lancer franc en plus. Okay. Donc autant te dire que c'était dur, à mon avis, pour Choré de scorer facilement au cercle.
Donc gros match, BCNA qui finit très très bien l'année, hein, qui termine première. Qui va pouvoir mettre son petit plaid et passer de belles fêtes. Et information importante, je sais pas si tu avais prévu de la partager, mais comme je la vois pas dans tes notes, je me permets. Asa Weyersheim qui a fait forfait en plateau Coupe de France contre BCNA, donc BCNA passe au tour suivant. Eh bien, félicitations pour elle, j'avais pas l'info. Ouais, pour des histoires, parce que BCNA n'a pas voulu décaler le match qui devait se jouer un mercredi ou je ne sais quoi. Et Asa a match en championnat NF2, donc... Après, comme dit... non, mais en plus, c'était l'équipe de pré-national hein, qui devait jouer. Donc, oui, c'est l'équipe de pré-national. Finalement, je te dis juste que j'ai l'info ce week-end. Donc, on enchaîne du coup sur... Gaispo Saint-Delphin 75-63 avec une victoire importante pour Victoire importante pour nous. Et un retour à la maison. Vous exactement. avez plus joué à la maison depuis fin octobre. Ouais, c'est ça. Franchement là, ça nous a fait vraiment du bien, un petit retour sur nos bases. Un match assez rythmé. Dans le premier quart, hein, on est à 23-23. On se rend vraiment coup pour coup. On défend en zone presse. Et là, pour le coup, c'est peut-être pas la meilleure option défensive qu'on ait pris parce qu'on prend beaucoup de situations de fast break derrière. Mais bon, voilà, on va dire qu'on régule un petit peu la situation. Dans le deuxième quart, on prend 4 tirs à 3 points. Voilà, donc il y a juste Bi et Virginie qui tiennent un peu l'équipe à flot. On est à -1 à la mi-temps. On a remobilisé le groupe, en tout cas dans le vestiaire. Et dès le retour du vestiaire, voilà, on est plus appliqué, plus solidaire. On défend beaucoup mieux et on a beaucoup moins d'errance. On les tient à 8 points. On ne score pas plus. Je crois qu'on met que 12, pardon. Mais voilà. Mais ça se tient. Et puis après, tu fais 12-8 et puis après tu... c'est ça. Et dans le dernier quart, par contre, là, on déroule vraiment. On met beaucoup plus d'agressivité défensive. Il y a beaucoup plus de situations de fast break pour nous. Et là, on est vraiment bien. Guillon, on arrive à la faire sortir sur 5 fautes. Donc ça aussi, c'est plutôt bien, parce que c'est une grosse joueuse de l'équipe adverse. Lélia fait un super match. Juliette, Whitney, Bi, en tout cas, dans le dernier quart, sont vraiment bien présentes. Je tiens quand même à saluer Virginie Dupuis, qui, franchement, sur le match, est vraiment partout. Gros impact. Au rebond, en défense. Dans le scoring aussi, elle apporte pas mal. Hein. Donc, content, en tout cas, pour le groupe. Comme dit, on va accompagner BCNA et se mettre aussi le plaid. C'est ça, passer de bonnes fêtes. Donc juste BCNA derrière la place sur le traîneau. BCNA première avec 8 victoires, 1 défaite. Et Gaispo, du coup, 7 victoires, 2 défaites. Et vous êtes 4e dans le wagon avec Delphin et. Saint-Delphin, un match de plus. Et Limoges, Limoges a le même bilan que nous, mais vu qu'on a perdu à Limoges, donc Limoges est devant nous. BCNA qui est encore en course en Coupe de France. C'est ce qu'on vient de dire. Qui est encore en course en Coupe de France. Du coup, c'est le fameux match forfait de Asa Weyersheim. On enchaîne sur la NF2 avec encore et malheureusement une défaite pour Mulhouse contre Esther, les promus 68-71. Et information importante, du coup coach Mathias qui a été coupé. Donc c'est assez difficile pour Mathias parce que franchement ce match-là il l'avait vraiment en main. Hein. Ils sont à +9 je crois à la mi-temps. Plus 9 à la fin du 3e, ils sont devant à la mi-temps aussi. C'est vraiment, ils sont vraiment bien. Esther est vraiment pas bien. Ils sont à -14, je crois, à un moment dans le match. Mais dans le dernier quart, tout s'est joué, quoi. Dernier quart, elles font un run de ouf. Elles mettent un 24-12 à Mulhouse. Je tiens à saluer Constance Écrepont qui finalement fait son match. Hein. Elle met une vingtaine de points, mais par contre, elle met 3 tirs à 3 points super importants dans le dernier quart, quoi. Et là, c'est un gros comeback qui fait vraiment mal, elles arrachent le match sur le fil, quoi. Et l'américaine de Mulhouse 0 en 35 minutes de jeu. 0 en 35 minutes. Par contre, Lorenzo, 29. Franchement, félicitations. Birévan, pareil, 18. Il manquait plus qu'à Quinry pour pouvoir peut-être justement mettre ses petits shoots en fin de match. Ou je sais pas, j'ai pas vu le match, mais en tout cas, moi j'ai eu Constance qui joue justement à Esther, qui elle m'a dit elles étaient dans le dur, mais en tout cas voilà, elles avaient vraiment à cœur de revenir, de jouer aussi leur première place. C'est dommage parce que ça fait 2 matchs de suite où elles sont pas loin d'accrocher le match et au final elles le perdent. Et je discutais avec Alain et Alain me dit c'est con parce que putain franchement il le coupe alors que il me dit il le coupe putain c'est que de la N2 oui mais bon t'es à 0,9 mais derrière ça le gars il se fait couper alors qu'il fait 2 super matchs il les perd mais il fait 2 super matchs quoi avec son groupe. Bon ça c'est le tout pour le tout hein. C'est encore une autre discussion. C'est ça. SIG 2 Tomblaine et une nouvelle défaite. SIG qui s'est fait cueillir contre Tomblaine 63-73. Alors Steve avant a dit si proche, si loin. Je vais rester sur si proche, 3 petits points. Opération maintien dans les plans. Alain devait gagner justement contre Tomblaine. Mais là, pour le coup, il prend 30 points. Ou 40 points.
Je sais même plus. Non, il prend 10 points. Il prend 10 points, 63, 73. Ouais, il prend 10 points. Il a moins 18, donc à un moment donné. Il fait un bon match quand même. Il a moins 18, il revient à moins 4. Mais après, comme dit, il n'arrive pas à tenir les assauts de Soufflé, qui met 34 points sur le match pour Tomblaine. Voilà, il repart en croisade à partir de janvier pour pouvoir essayer d'accrocher son maintien. Il est quand même content du groupe. Il y a eu des attitudes qui lui ont fait plaisir. Il salue aussi son groupe parce que finalement, c'est un groupe qui est un peu... tu as une pièce de la N1, tu as des pièces de la Prénat, ça s'entraîne pas tout le temps ensemble. Mais quand même, il arrive à bricoler, à bidouiller quelques trucs. Donc intéressant. Ce qui est plus dommageable en tout cas dans cette poule, c'est que Bourges et Charleville vont finir top 4. Ouais. Et donc, tu sais que quand t'es dernier, t'es vraiment dernier. Il faut que tu te battes contre celui qui est au-dessus de toi. Quoi. Clairement. Point important, donc félicitations à coach Mathieu et Laza qui sont 6-3, 6 victoires, 3 défaites, qui sont 5e du coup à la trêve. Et qui jouent ce week-end. Qui joue ce week-end, ouais. La SIG, du coup, qui est 9e, avec 2 victoires, 7 défaites, et du coup Mulhouse qui ferme à 0-9. Donc, compliqué. On enchaîne sur la NF3 avec premier match BNS BCNA, une large victoire de BCNA. Je pense que ça va être rapide, plus 30, match maîtrisé. Match maîtrisé, il a 21-26 à la mi-temps, mais par contre en deuxième mi-temps 15-38 pour BCNA. Ouais, merci, au revoir. Voilà, la messe est dite. Il est vraiment content de son groupe. Les filles ont commencé justement à éclore un petit peu de leur développement. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est des filles qui naviguent aussi avec la N1. C'est des gamines de France aussi qui se font les armes sur la N3. Donc c'est plutôt intéressant. Il a 4 joueuses à 10 points et plus aussi sur la rencontre, contre 2 joueuses côté BNS avec 8 points max. Quoi. Donc c'est un peu plus délicat pour BNS. Mais bon, en tout cas, Étienne, pardon. Il est vraiment satisfait de son groupe. Je crois qu'il se raccroche au niveau du podium. Donc, oui, on va faire le point classement, mais il est 4e. Effectivement, il est top 4. Bervillers-Champagnol, une défaite malheureusement pour coach Lucie, 37-65, qui fait mal. Ouais, 23-30 à la mi-temps. Elles sont à moins 7. Elles reviennent très rapidement à moins 2. En 1-30 en tout cas. Voilà, elles arrivent à rattraper un peu leur retard. Mais derrière ça, c'est trop costaud. C'est trop fort. Trop fort. Morphotype ultra longiligne. C'est comme ça, on savait Champagnol. Il y a juste Blanc qui met 12 points, je crois, sur le match, mais par contre, en face. Tu joues le top 3, tu le sais. 3 joueuses ou 4 joueuses qui sont à plus de 10 points, quoi. Donc, c'est plus difficile. Gaispo-Wittenheim, 94-55, avec une nouvelle victoire de Gaispo. Ouais. Et Cornet a glacé la salle. Cornet a glacé la salle. J'adore, Manu. Merci. Je me suis vraiment bêté. Félicitations. Très inspiré. Félicitations pour ce jeune. Défendre tout terrain, ça a été la clé du match. Donc, Aurélien a varié les défenses, zone presse, défense individuelle stricte, boîte sur Bertrand. Et ça a payé. Au début, un petit peu de mal à rentrer dans le rythme dans le match, mais finalement, la défense agressive a vraiment bien tenu tête. Merveille n'était pas trop scoring sur le match, mais par contre, a vraiment contrôlé Clette, Mélissa, dans la raquette. Elle a fait un gros chantier, Merveille, sur les rebonds. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà. Par contre, Clette est sortie pour 5 fautes à la fin du 3e. Ouais, ça a dû aider un petit peu quand même. Et ça aide beaucoup, sachant qu'elle était à 17 points quand même à ce moment-là du match. En étant contrôlé. Pierre prend une technique. Je pense que la frustration, on a parlé avec des arbitres avant, là, justement, donc je pense que sa frustration a dû être exacerbée. Je pense que c'est... Moi, je l'avais vu adulte, c'était pareil, il était... fou. C'était pire. Et puis après, Adèle, comme dit, Adèle a mis 7-3 points dans le match. Ouais, donc ça a été utile parce que finalement Pierre met une défense de zone, Adèle c'est une pure shooteuse, dès qu'elle a la gonfle, c'était dedans, elle était en réussite, tant mieux pour elle, elle finit à 25 points. Camilla a fini à 12, Romane Leverne qui a joué aussi a fini 12 et Morgane Beyer 10 points. Voilà. Et on termine du coup sur le derby avec une victoire de Shirine à Dut. Franchement, une victoire de Shirine à Shirine contre Dut, 69 69 pour Shirine. Tout à fait. Et franchement, hyper important parce que Shirine reprend la tête du classement de la poule H en N3. J'étais avec Julien. Franchement, c'était un gros match. Il n'y a rien à dire. Moi, ça sentait le derby avant d'arriver. Il y avait tonnes à l'extérieur. La salle était déjà pleine. C'était vraiment grosse ambiance. Franchement, Shirine a vraiment bien organisé en tout cas ce moment de fête. Et je tiens à les féliciter pour ça. Il savait faire en tout cas Shirine. Franchement, c'était vraiment une belle ambiance. Et dès le début de match, Shirine très agressif. Zone presse sur panier marqué. Dut met quand même le premier tir à 3 points du match. Donc commence avec 3-0.
Et puis après, voilà, Kirienko nous fait un chantier dans la raquette. Franchement, cette joueuse était en mode superstar. Franchement, que ce soit dans la raquette, tir extérieur, elle met 4-3 points. Je crois qu'elle fait 4 sur 5 à 3 points. Et elle met un tir à 3 points. Elle met un tir à 3 points à la fin du match, là, hyper important, parce que c'était un moment où à la vidéo, on pense que c'est super lent, mais vu qu'elle est en rythme, en fait, elle reçoit la balle, elle a attrapé, joué, Elle prend le tir à 3 points, mais franchement, gros match de Kirienko. Shimeka fait un gros match aussi côté Shrine. Et l'évêque, franchement, sort de sa boîte dernier quart. Alors, il a été un petit peu scouté et effacé un peu sur les 3 premiers quarts. Par contre, dans le dernier quart, elle a fait mal, quoi. Elle fait vraiment très très mal. Et après, Dut, je pense que Dut est quand même à plus 5 à la mi-temps, ou plus 4, je sais plus. Mais derrière ça, dans leur tête, c'est allé trop vite. Trop de pression, elles n'arrivaient pas à mettre la balle dans la raquette, elles n'ont pas identifié les situations de mismatch qui étaient favorables, surtout sur les postes extérieurs qui devaient agresser les grandes. Voilà, elles ont pris l'eau. Elles ont un peu perdu leur basket, j'ai l'impression. Elles ont perdu leur basket, vraiment, elles ont vraiment perdu leur basket, sachant qu'elles ont couru après le score plutôt que d'essayer de placer leur jeu. Et je pense que c'est surtout ça qui fait mal, en tout cas, à Shrine. Par contre, à noter quand même que Sophie Vincent met 21 points et c'était son dernier match. C'était son dernier match à Sophie. Donc ça va être compliqué. Elle était en larmes à la fin du match. Je pense qu'elle voulait quand même apporter au groupe. Mais bon, c'est la loi du sport. Coach Robin et à Shrine. Franchement, coach Robin et son groupe fait vraiment on l'avait dit, magnifique saison. On fait un point classement. Donc Shrine premier, Dutlenheim du coup 3e parce que Champagnol passe devant. Champagnol 2e, BCNA 4e, ce qui est une bonne opération pour très belle opération pour Etienne. Gaispo 7e, ils sont dans leur rang, ils sont non relégables. Et par contre, à noter Bervillers et Wittenheim 9e et 10e, qui les deux sont relégables. Du coup, à date, à la trêve. Merci Manu. Merci Manu. Allez, on enchaîne du coup avec Lio et les masculins avec le premier match Alsace-Souffle. La Charité / US La Charitoise. Pour toi, Lio. Exactement. 79-62 victoire de coach Daniel. Très belle victoire de Souffel. Je pense qu'ils avaient à cœur de continuer et de revenir à domicile en faisant une bonne prestation, notamment défensivement, vu qu'on connaît un peu. Ça dépend des matchs. Une fois c'est offensif, une fois c'est défensif. Ça, c'est quand même la faculté défensive de son équipe. À Daniel, c'est quand même son credo. Il y a une grosse adresse de La Charité tout de suite au début du match. Puis Souffel arrive à quand même rester au contact. Il y a un deuxième quart qui est équilibré. Puis à la plus grosse avance dans la première mi-temps, ils finissent à 37-30. Et en fait, après la mi-temps, Souffel revient vraiment avec d'autres intentions, notamment défensives. Et c'est le Souffel qu'on connaît et qu'on aime bien voir jouer, c'est-à-dire qu'ils cadenassent tout, ils sont injouables et ils passent un 18-6. Et du coup, ce qui leur permet de prendre une bonne avance dans le troisième quart. Et puis ils clôturent ce match avec un plus 17, quasiment plus 20. Où on voit Daniel qui est satisfait de ses joueurs. On le voit sourire. On l'a ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Merci Chris. Thank you, Chris. Voilà. Donc une belle victoire de Souffel qui a été drivée par on va dire la deux paires d'arrière qui est Noah Leicht et Léo Chan. Leicht à 14 et Chan à 14. Ouais, et Leicht finit à 20 déval avec pas mal de rebonds, des passes décisives, très complet. Match contrôlé quoi. Gros impact de Joris Wagner aussi, non ? Gros impact de Joris Wagner qui rentre pour 30 secondes et il marque un 3 points et sort. Voilà, l'insolence du gars, tout simplement. Allez, on enchaîne sur a fait un truc. On enchaîne sur Gennevilliers et Holsheim avec une défaite d'Holsheim 76-58. Ils vont juste prochain match à Récy. Prochain match à Récy, pardon. Qui est 13e avec 3 victoires et 8 défaites. Holsheim qui s'est déplacé en terre parisienne, un déplacement compliqué, même si ils avaient à cœur de mettre un terme à la malédiction, puisqu'en fait Holsheim, depuis que sont National 2, n'ont jamais gagné contre Gennevilliers. C'est toujours pas le cas. Je peux en confirmer. Et Manu peut témoigner. Et pourtant, ils étaient dans une bonne dynamique. Holsheim avec 6 victoires sur les 7 dernières rencontres, alors que Gennevilliers a une saison un peu plus compliquée avec que 4 victoires. Mais ça démarre un petit peu mal pour Holsheim qui est bien verrouillé. Gennevilliers très agressif en défense, du coup ils n'arrivent pas trop à trouver de solution. Au bout de 3 minutes de jeu seulement, c'est là que ça commence du côté de Gennevilliers. Vorkapik qui marque un 3 points. Aker qui répond bien, mais il y a beaucoup de pertes de balles, ils sont brouillons offensivement. En défense, il y a pas mal d'oublis, ce qui permet à Gennevilliers de développer beaucoup de contre-attaques et du jeu rapide.
un peu le profil, on revient sur l'équipe parisienne. Exactement. L'entrée de Laporal et Henriquez redonne un petit peu des couleurs à Holsheim qui les maintient un petit peu en vie. Et dans les 5 dernières minutes du deuxième quart, l'entrée de Marmillo a été très intéressante puisqu'il marque 9 points à ce moment-là et qui fait revenir Holsheim à cette longueur. Et après, en deuxième période, Holsheim retombe un peu dans ses travers, des pertes de balles, ça développe le jeu rapide. Et là, l'écart enfle jusqu'à ce que Gennevilliers prenne 14 points d'avance. Et puis à la fin, Holsheim, dans le dernier quart, tente le tout pour le tout, avec des zones presse tout terrain, mais ça prend pas. Ouais, c'est trop tard, quoi. Et Gennevilliers maîtrise bien son jeu. Et ils ont limité cette équipe d'Holsheim à moins de 60 points. Donc avec aucun joueur à Holsheim qui n'a dépassé les 10 points. Donc voilà. Ouais. Prochain match le 20 décembre. Ouais, c'est pas le week-end prochain, ça sera le week-end d'après. Le week-end d'après contre Beaujolais. Et du coup, ça me permet, merci Fabien, de faire une transition puisque Beaujolais. KB, ouais. Qui a réceptionné KB. Qui a gagné 92-86 contre KB. Exactement. Donc Beaujolais qui a une belle équipe qui a récupéré Hassan Ndoye qui a fait son premier match cette saison. Hassan Ndoye qui était quand même un joueur bet-click. Joueur Elite 2. Bon, pas mal le joueur. Pas mal. Et il leur met 15 points. Donc de ce que disait Julien Bouteville, c'était pas prévu dans le gameplay. Mais du coup. Là, tu dis faut que ça tombe sur nous. Quoi. Exactement. Donc défaite frustrante parce qu'au final, aussi un peu si proche, si loin, avec l'absence de Schotter qui était malade et de Sidney Oumoud qui est blessé. Okay. Donc au final, deux grosses absences. Deux grosses absences. Malgré ça, ils échouent pas très loin. Mais bon, en encaissant 90 points, c'est compliqué. Ils prennent un 11-0 d'entrée de jeu. Ouais, donc c'est pas très dur, drôle. Quoi. Mais quand on sait que Julien Bouteville, il aime pas trop... il est vachement axé aussi sur la défense. Et là, tu prends 11-0 d'entrée, c'est compliqué. Il doit tout de suite prendre un temps mort pour les remobiliser. Ils ouvrent leur compteur, mais ils sont à 12-13. Après, ils reviennent bien. Ils passent un 9-0, ce qui les fait revenir à égalité. Mais par contre, ils lâchent beaucoup trop de ballons et du robot-off. Rien que sur le premier quart-temps, ils sont à 9 pertes de balles. KB, donc trop dur. Ça fait mal. 29-23, début deuxième, pareil, ils perdent 4 balles sur les 5 premières actions. Donc ça part à plus 13, plus 14. Ils arrivent à limiter la casse avec une bonne adresse à 3 points, notamment de Grenacher, on en parlera juste à la fin. Et de Jérémy Nicolas qui fait un vrai chantier dans la peinture, il finit en double-double, 18-10, 18 points, 10 rebonds. Mais 15 balles perdues et 6 rebonds donnés sur la mi-temps. Et ça les a fait un peu, ça leur a fait de mal. En plus, les ballons 50-50, ils les ont pas. Donc du coup, ça devient très compliqué, même si ils reviennent 88-85 à la fin. Mais il y a des lancers francs, ils font que 1 sur 2. Et du coup, après, ça se joue sur la ligne des lancers. Ouais, ça finit par une défaite. Ça finit par une défaite. Ils ont bu trop de Beaujolais. Juste un point classement rapidement sur la NM2. Donc Asasoufel qui est deuxième avec 8 victoires, 3 défaites. C'est ça. Holsheim qui est sixième avec 6 victoires, 5 défaites. Et KB du coup qui est aussi à 6-5. Donc ils sont dans le ventre mou avec. Tout à fait. Et donc KB qui va recevoir D à Dijon. Donc une équipe très mal classée. Lanterne rouge. Qui vont, je pense, vouloir chercher cette victoire. Ouais. On enchaîne sur la NM3 avec une victoire surprise. Fufu qui a été gagné à Cheneuve, 77-92. Franchement, et alors là, je pense que personne s'y attendait. Privé de Flo Robin et de. Privé de Flo Robin et de Maxime Maé. Voilà, donc quand même des absences aussi. C'est une grosse perf parce que tu vas jouer à Cheneuve qui était l'équipe invaincue à domicile et la meilleure attaque du championnat en plus. Donc là, le game plan, c'était d'être très rigoureux en défense, c'était de les agresser et de les user physiquement des deux côtés du terrain parce que c'est une équipe qui n'aime pas trop défendre, vu leur qualité offensive. Et donc Furdenheim a vraiment cette volonté, ils rentrent très bien dans le match. Résultat, premier quart, 9-26. Ouais, non, mais ils étaient à 24-22 à un moment donné, 24-2. Donc, dont 11 points juste pour Romek Makoviak, qui terminera la rencontre avec 28 points. Donc le Frelon était très énervé. Il a piqué. C'est un grand Frelon, il est sorti de la riche, le Frelon. Il a tapé. Et après, les Bourguignons s'ajustent un petit peu défensivement, du coup, sur lui. Mais avec ses capacités et sa science du jeu, il ressent très bien les ballons. Et les extérieurs de Furdenheim sanctionne, avec on a Nathan Sida qui finit à 11 points, les extérieurs marquent pas mal derrière la ligne.
Chenov hausse le ton encore en deuxième mi-temps. Ils arrivent à faire un rapproché à -12, mais ça sera le seul rapproché qu'ils feront. Et le sérieux de Fürdenheim gère bien sa fin de match et enchaîne sur une 5e victoire consécutive. Grand chapeau. Ouais, chapeau, Vraiment grand chapeau. Félicitations. Et prochain match, ils vont recevoir Montmoreau. Montmoreau, du coup, j'enchaîne aussi, qui c'est ça, faisait Montmoreau, la réception de Célestat. Ouais, donc Célestat qui a perdu 77-72, donc une défaite encore une fois pour Célestat. Compliqué parce que toujours privé de Thomas Bello, privé de Romain Schall, Tindier qui était absence pour raison pro. Mais malgré ça, ils perdent que de 5. Après, il y a une stat qui est folle, c'est que en discutant avec Joseph Huschmidt qui me disait que les 15 matchs qu'il a joués sans Romain Schall, c'était 15 défaites. Donc en fait, je pense que là, son capitaine a un vrai impact. Donc voilà, ils sont quasiment derrière tout le match, même si il y a un moment où ils font un rapproché. Ils reviennent très proches. Mais ils sont à -7 et Montmoreau met des tirs venus derrière. Ville qui tourne à 11 points de moyenne sur ce match-là, finit à 20. Fait un gros match, il met un dagger à la fin à 3 points sortie d'écran sur un pied, ça tombe dedans. Et je pense qu'ils ont payé aussi leur débauche d'énergie pour tout le temps revenir et courir après le score. Donc même si à la fin, Idriss Ozalakus prend feu à 4 minutes de la fin et met 3 points de suite, ce qui les fait revenir. Mais derrière, il y a des décisions arbitrales qui sont contestables, on va dire. Et puis il clôt les débats, Montmoreau, il gère le match et ils finissent par l'emporter. Prochain match, du coup, un derby contre Mulhouse. Ouais, contre Mulhouse. Et on enchaîne du coup sur Ozoir rapidement. Ozoir-Ridi avec une deuxième défaite de suite, troisième défaite de suite de Ridi, 66-61. Qui a du mal à s'en sortir après suite en plus la défaite dans le derby contre Fufu. Ouais. Voilà, déplacement en terre parisienne compliqué. Très peu d'adresse, même si ils arrivent quand même à faire jeu égal parce qu'ils sont à 30 partout à la mi-temps, mais on sent que c'était un match, je pense, à gros enjeux pour les deux équipes. Ils ont besoin de gagner. Alors, est-ce que ça a pesé justement sur la fin de match ? Ça peut être une explication. Ils ont quand même 12 pertes de balles en première mi-temps. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Et à la fin, ils ont une grosse maladresse. Ils font 1/8 au lancer franc. Donc quand tu vois le score final, c'est fatal. C'est compliqué. Donc voilà, on a après Arnaud Bader qui finit à 15 points et Kevin Walter finit à 11. Mais après derrière, c'est beaucoup plus compliqué. C'était vraiment un match de tranchée et malheureusement, ils n'ont pas réussi à le prendre. Prochain match, réception du VOB. Réception du VOB. Donc le VOB. Et on enchaîne du coup sur le VOB qui a perdu de 3 points à domicile contre Nuit Saint-Georges. Qui enchaîne 5e défaite de suite. 5e défaite de suite. Nuit Saint-Georges en plus donc tu perds à domicile contre une équipe qui vient aussi diminuer, même si eux vont devoir se passer de Maël Bourblanc pendant de longs moments. Ils étaient clairement en manque d'adresse, pas concentrés, pas focus, il n'y avait pas d'énergie de ce que me disait Frédéric. Je connais un shooter. Hein. Ouais, apparemment, ouais. 32 à Toulouse. Comment Jory Nérum, je crois, c'est ça, ouais. Il a mis 9-3 points ce week-end. Ouais, donc voilà, qui était en grand manque d'adresse, le VOB. Et il faut qu'il se remobilise parce qu'il y a un match important et un derby à Riedisheim. Donc là, les deux équipes, parce qu'en fait, là, on se retrouve avec aucune équipe dans le top 5 maintenant. Ouais, c'est ça. On va faire un point classement. Mais effectivement, là, ceux qui ont fait les bonnes opérations, c'est Fufu déjà, clairement. Et Mulhouse qui a gagné. Donc on termine juste sur Mulhouse rapidement aussi. Du coup, Mulhouse qui gagne de 20 points, 70-50 contre Viry. Beaucoup d'absents. Franchement, félicitations à Coach Gita parce que privé de Fonzi, privé de Lolan qui est parti avec la N1, Skozilas qui est absent, Thibedor qui reviendra pas avant le mois de janvier. C'était un match assez piège parce que Viry, même s'ils sont dans le fond du classement, ça reste une équipe parisienne aussi. Oui, qui a besoin de gagner aussi. Et qui a besoin de gagner également. Donc là, en fait, ils se mettent tout de suite dedans avec le vet Ford, 39 ans. Et ils passent un 16-0 d'entrée de jeu. Donc ça les met tout de suite en confiance. Ils sont à plus 20. Mais après, ça revient un petit peu. Et sur la deuxième mi-temps, pareil, ils remettent un coup d'accélérateur. Ils repassent un 12-1. Et ça leur permet d'empocher ce match-là avec une bonne adresse, que ce soit de Deal ou de Kling, et ça scelle la rencontre et voilà, ils gagnent de 20 au final. Ouais, et prochain match du coup à Célestat. Par contre, je veux bien qu'on revienne juste très rapidement sur Viry-Héry qui s'est passé en début d'année.
avec les sanctions. Non, alors donc en fait alors j'ai une autre stat importante, une autre info intéressante, c'est que pour Célestat, il y a Sam Hébert qui va rejoindre l'effectif à partir du mois de janvier. Ok. Voilà, qui va venir compléter l'effectif. Comeback de Sam Hébert. Exactement. Qui était assistant. Et l'info, c'est que le premier match qui a opposé Herry à Montmoreau, qui s'est fini en fait en baston général entre des joueurs, le président d'Herry, il y a eu des sanctions, elles sont tombées là. Donc le président d'Herry, bon, s'en fout un peu, il joue pas, mais il a pris un an de suspension ferme. 2 joueurs majeurs de Herry qui ont pris 3 et 4 mois, plus 4 mois et 3 mois de sursis. Donc eux, pareil, ça va être absent pendant un petit moment. Et Koulibaly de Montmoreau qui a pris 6 mois de suspension, donc c'est fin de saison pour lui. Donc attention, ça va changer, ça risque de changer beaucoup de choses dans le championnat N3. Ça risque de redistribuer les cartes. Ouais. On fait un point classement du coup sur la N3. Donc on se retrouve avec Mulhouse et Le Vob 8e et 9e avec 5 victoires, 6 défaites. Donc plus personne avant la 8e place. Exactement. Et après Fürdenheim du coup qui est 11e, donc qui est au bord de la non-relégation en gros, avec 5 victoires. 6 défaites aussi, donc en fait on est dans ce ventre mou entre la 8e et la 11e place. Célestat qui est passé derrière, qui est 12e, et Riedisheim qui est 13e du coup. C'est donc, ça. Un championnat assez ouvert pour la suite. Et compliqué là pour les équipes alsaciennes. Ça va être disputé. Hein. Merci Lio. T'en prie. Merci Lio. Allez, on enchaîne du coup sur les chroniques d'Elsa. Avec Elsa. Salut Elsa. Salut les Elsa. gars. Bon alors première chose, t'as commenté ton premier match vendredi. Ça fait quoi? C'est trop bien. Non, vraiment, j'ai kiffé. J'étais un peu stressée, mais. T'étais stressé en première mi-temps. Après, en deuxième, ça allait mieux quand même. On avoue. Sensation. Sensation, j'avoue. Tu prends du grade, hein. T'as ta chronique avec ton nom, on est en train de te faire ton jingle. Ouais, je suis très contente. contente. C'est la seule qui a un jingle. Hein. On a eu des plaintes, paraît-il, d'un monsieur qui porte des vestes San Antonio récemment. Mais... Jaloux. Mais ça a de la chance quand même. Bon, allez, on enchaîne. Ouais. De qui tu nous parles aujourd'hui? Écoute, je prends mes mêmes joueurs et on y va parce qu'il y a des stats assez cool. Ok. Donc Marie-Paul Daly, victoire contre Toulouse en championnat. Large victoire, plus 23. Okay. Elle fait pas de faux pas. Hein. Franchement, depuis le début de saison, elle reste dans ses stats. 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Et sur 4 matchs sur les 5 derniers, elle met 11 dévals. Enfin, elle fait 11 dévals. Ouais. Donc, elle est vraiment régulière. Qui est assez folle. Hein. Ça a toujours été ça, de toute façon, MP. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est super dans ses standards, dans ses stats. Ce qu'il y a à dire, c'est que c'est très bien parce qu'elle confirme chaque week-end. En fait. C'est ça. Donc Marie-Paul, n'oublie pas, si tu passes en Alsace, viens nous voir. Ouais, viens nous faire un petit coucou. On enchaîne avec Pauline Littard. Pareil, victoire face à Aulnois de 8. Malgré une perf qui est un peu en dessous au niveau du scoring. Elle met que 7, alors que sur ses 3 derniers matchs, elle est à 16 points. Mais elle prend 5 rebonds, 6 passes décisives, donc c'est tout aussi important que des points. Clairement. Il n'y a pas à dire. Ouais, Pauline, elle a un vrai impact dans son équipe. Et son retour de maternité, en tout cas, elle le vit super bien. Ouais, très bien au point de vue basket, en tout cas, ça se voit sur ses statistiques. Quoi. C'est clair. J'ai aussi Marine Dursus. Donc, Marine Dursus. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marine ? Elle perd contre Charnay. Un peu moins de réussite, 2 points, 2 passes décisives, 2 rebonds. Mais c'est quand même bien, ça reste propre sur le jeu. Ça reste propre pour elle. Voilà. Du coup, chez les garçons, Nicolas Lang, défaite de 3 points contre Cholet. Qui est le retour de la campagne internationale française. Ouais. Une fin de match chaude, hein. C'était un match compliqué et une victoire qui leur échappe encore une fois. Ouais. Mais ça devient dur là pour Dimanche quand même. Mais il a un gros impact. Hein. Il met 17 points dans le match en 27 minutes. Donc, c'est le capitaine Nico. De toute façon, on sait qu'il est là pour porter l'image. Moi, je vais porter un message là, mais pourquoi est-ce que Nicolas Lang, il est snobé par tout le monde? Il n'a pas été pris au All-Star Game, il n'est pas pris au concours à 3 points. Mais on l'a dit, ils ont perdu son numéro. Ouais. Je comprends pas comment c'est possible qu'un mec comme Nico Lang ne participe pas au concours à 3 points. Pour moi, tu vois, ça fait partie des mecs... vacances. Il s'est peut-être dit, je vais passer des vacances en famille. On va appeler Nico, on va lui poser la question. On va poser la question à Nicolas. Honnêtement, on va lui poser la question. Si c'est le cas, ok, mais vraiment, je comprends pas qu'un mec comme ça ne soit pas pris au All-Star Game à minima au concours à 3 points. Mais rappelle-toi, on l'a dit la semaine dernière. On a dit, ils ont perdu son numéro. On a même mis une belle photo de Nicolas assis à son bureau avec son téléphone là, qui attendait. On sait pas, non mais c'est vrai. Il mérite. Et franchement, sa campagne internationale était folle. Moi, il a fait ce qu'il avait à faire.
Sauf le deuxième match où le deuxième match, il joue moins, mais sur le premier match, il a l'impact qu'il doit avoir. Il a l'impact nécessaire à Limoges. Et puis c'est un bosseur, quoi. Donc il mérite d'être au All-Star Game, comme il l'était l'année dernière, d'ailleurs. Donc, Ouais, il mérite. Hugo, Et j'imagine. du coup, on enchaîne avec Hugo Invernizzi. Du coup, c'est un peu dur pour eux parce que c'est la 5e défaite de suite en championnat. Mais lui, il fait quand même son taf. Il met 9 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. Donc voilà. Gros match. Ouais, il a un impact dans le jeu. Il est vachement sollicité aussi dans le jeu de Limoges. Ouais. Il a des responsabilités, tu vois, sur un peu ce poste 4 un peu métronome, qui est capable de planter, qui est capable de distribuer des passes. Il est impliqué en fait sur tous les systèmes. Donc On enchaîne avec Franck Nilikina. Du coup, très bon match en Ligue grecque. Il met 14 points, une passe décisive, 15 dévals contre Athènes. De retour de blessure, il fait un gros match sur un match qui était offensif, puisque l'Olympiakos finit à 100 points. Ouais, carrément. Donc c'est très intéressant. Et là, ils ont un beau match aussi en Euroleague ce week-end. Enfin, cette semaine. J'enchaîne avec Nadir Rifi. Il y a pas mal de choses à dire. Un match en Coupe de France perdu où il se fait sortir au 3e quart-temps, exclusion pour flopping. Okay. Voilà, il met quand même 8 points en 11 minutes. Donc c'est propre, même si c'est dommage. Voilà. En Euroleague, défaite contre Monaco avec un score de malade, 125 à 104. Et c'est un record de points sur un match d'Euroleague sans les prolongations. Ils ont oublié de défendre, en fait. Ils se sont dit on va faire de la NBA au lieu de faire de l'Euroleague. Ouais, ils ont oublié de défendre. C'est pas plus leur mojo à Paris, tu vois. Non, mais Monaco, en général, ils défendent, effectivement. Et sur ce match-là, il met 17 points. Et en championnat de France, il met 16 points. Voilà. Donc, il a fait un gros match encore hier contre Saint-Quentin. Il mérite son statut, de toute façon. Il s'est un peu, il s'est défoulé. Ah ouais, bien sûr. Et débat ou pas débat, dommage de ne pas l'avoir vu sur la fenêtre internationale, Thibaut. Vrai débat. Tu peux enchaîner sur le deuxième parce qu'on va partir sur les 20 minutes de débat. Avec notre cher Clément Frisch, qui a beaucoup plus de temps de jeu. Hein. Ils ont changé de coach. Type, t'as appelé le président? Non. Non, ils ont pas changé de coach. Par contre, il y a Amidou Diallo qui a racheté son contrat parce que je pense qu'il va repartir un peu Chine, enfin un pays un peu exotique, on sait pas trop. Il a racheté son contrat. Et donc là, effectivement, ça va laisser de la place à Clem qui aura plus de temps de jeu parce que forcément Amidou Diallo, il jouait poste 2, 3, 4. Donc c'était un peu sur le poste de Clem. Ils ont recruté. Et là, il a joué du coup ce week-end. Oui. Il a joué et attention, ils ont recruté aussi. Ouais. Et il met 4 points, 2 rebonds. Et en championnat, il met 5 points et 3 rebonds. Ouais, il a carré. Plus de 12 minutes, 13 minutes. Il a joué 18 et 17 minutes. Ouais, c'est ça. Non, mais il a un bon rôle. Tu le vois offensivement aussi qui commence à mettre dedans. Et ils ont recruté, mais c'est pas un joueur du calibre de Amidou Diallo. Donc finalement, il va avoir du temps de jeu. Il va avoir plus de temps de jeu. C'est bien je pense que ça va un peu libérer aussi sa place. Non, mais c'est bien. Je suis content pour Clément, de toute façon. Carrément. J'espère, let's go, quoi. C'est parti. On le soutient. On aura des belles annonces aussi à faire pour l'Alsace et Clément très prochainement. Il y a des choses qui vont être annoncées. Anthony Labanca, victoire en Eurocup. 2 points, 1 rebond, 2 passes décisives. Donc c'est pas mal. Ouais. Et victoire plus serrée en championnat de France. 5 points et 3 passes décisives, il fait. Anto qui est dans son rôle et surtout la grosse annonce, c'est que Anto Labanca, lui, a été sélectionné pour le concours à 3 points. Donc on verra un Alsacien au concours à 3 points. C'est cool pour ça. notre plus grand bonheur et parce que Anto, attention, il est capable de planter. Il y a moyen. Oh oui. Je l'annonce ici, je mets une pièce sur Anto Labanca qui gagne le concours de 3 points. Rappelle-toi, on a dit pas de pari. Voilà. Attention les paris. Je mets une pièce. Et pour terminer, on termine avec Léo Westermann. Encore une victoire en Ligue espagnole. Il met 3 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Ouais, donc c'est carré, c'est propre. Et son équipe qui est au tableau et qui attention, va gratter pour la montée. Donc, on lui souhaite. Si Léo fait encore une saison l'année prochaine, peut-être qu'il pourrait jouer en première div. Ça peut être très cool tout ça. Merci Elsa. Merci Elsa. De rien les gars. Plus. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, comme fait Thibaut avec des petits mouvements bien sympas. Vous retrouvez la carte de tous les matchs, bien évidemment, juste à côté de moi pour le week-end prochain. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Allez, à plus. Bye.